Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e webinaire organisé par l'AMRAE. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir nos 2 intervenants qui sont Philippe Guibert, qui est directeur médical chez International SOS, et pour l'activité conseil et qui va nous présenter dans une première partie, en fait, l'évolution, des besoins en matière de gestion de risque des ressources humaines, telle qu'observée, en fait, par ISOS, dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Christian Mainguy, qui est vice-président EMEA et Québec chez Workplace Options et qui, dans la deuxième partie, abordera comment aujourd'hui on accompagne les salariés et les managers en fonction des différentes situations vécues au regard de ce conflit. Donc, Monsieur Guibert, bienvenue et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Hélène, merci à l'AMRAE de nous inviter. Si vous me permettez de partager mon écran, je serai encore plus percutant pour cette présentation. Comme vous l'avez dit en introduction, l'idée c'est de vous partager la manière dont International SOS a vécu et vit cette crise aujourd'hui avec ses membres et de vous témoigner en fin de compte de l'évolution de ses besoins au fur de ces dernières semaines. Alors évidemment, tout cela sous un angle risk management, évidemment, ressources humaines, mais avec une précision plus particulière, en effet, sur ces aspects gestion de crise et soutien aux personnes qui sont affectées. Alors, je vois que je ne peux pas encore partager mon écran. Dans un instant. Donnez-nous quelques secondes avant que cette possibilité nous soit donnée. Vous voulez que je partage vos slides? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, faites-le. Alors, on y va. C'est plus simple. Je vous demande 2 petites secondes. Voilà, nous y sommes. Bientôt. Alors, ce que je vais vous présenter, évidemment, ce que je partage est le fruit du travail des équipes d'International SOS sur le terrain, non seulement des équipes médicales, mais des équipes sécurité, qui ont été déployées dès le début de la crise, non seulement en Ukraine, mais également dans les pays limitrophes, afin de pouvoir évaluer les besoins, non seulement évaluer la situation d'un point de vue sécuritaire au tout début de la crise et même avant même que cette offensive soit lancée, mais également d'un point de vue sanitaire, avec des équipes mixtes santé-sécurité, dont l'objectif était, lorsqu'elles ont été déployées, de se rendre compte de la capacité des pays à accueillir les potentiels réfugiés, ou en tout cas les réfugiés tels qu'ils arrivaient. Donc, cette présentation est vraiment le fruit de ce travail mené, et encore aujourd'hui, par les équipes d'International SOS en termes d'assistance et de gestion des cas. Est-ce que vous voyez la présentation? Non, on voit votre boîte mail. Ah, oh! Je vais réessayer pendant que vous... On va gagner du temps, évidemment, et commencer en attendant que ces slides puissent apparaître. Oui, je continue au niveau Je vous technique en à prie. trouver la problématique. Bon, écoutez, les points de départ de cette présentation, évidemment, il est lié aux besoins qui sont exprimés par les entreprises qui travaillent avec nous. Donc, encore une fois, sur la base de ces témoignages tels qu'on le voit aujourd'hui, les 3 priorités, en tout cas les 3 besoins qui ont été exprimés et qui le sont encore aujourd'hui par les organisations, tiennent premièrement à l'accès à l'information, formation à jour, et pour une prise de décision très tactique, prise de décision relative à la mobilité de personnes, qui a été relativement inédite. Donc une information très précise de terrain, dont au départ, les organisations ne disposaient pas. Le deuxième élément, il est lié à justement cette gestion de la mobilité de ces collaborateurs, statut réfugiés, quels qu'ils soient, des familles, des hommes, des enfants évidemment, avec leurs problèmes de santé, également de santé psychologique et l'impact que cette situation a pu être à le regard. Donc cette gestion de la mobilité et l'identification
des lieux dans lesquels les personnes pouvaient se trouver est le deuxième élément, et on en reviendra tout à l'heure, qui a été exprimé par les entreprises. Le troisième, évidemment, il est lié au soutien émotionnel et la sensibilisation au risque traumatique, évidemment. Et là, Christian Magui nous en parlera de manière bien plus établie, évidemment. Alors, cette information, pour commencer, premier point, en quoi consiste-t-elle, en fin de compte? Au tout début, on avait simplement vu un besoin lié à la compréhension des conditions, tout simplement, de franchissement des barrières, des frontières. C'est-à-dire que ce soit lié à l'ouverture de ces corridors, à l'information nécessaire, au temps d'attente, à l'accès à des vivres ou à du soutien par des organisations charitables qui étaient présentes sur ces frontières, mais également les soutiens offerts et mis à disposition des réfugiés dès leur arrivée. Ah voilà, fantastique. Donc ce premier besoin, on est à la troisième slide, Hélène, si vous voulez bien. Ce niveau d'information franchissant les frontières, il a été évidemment très important au tout début pour permettre d'avoir accès à ces données, en particulier de documents nécessaires au franchissement des frontières qui permettaient aux personnes d'être accueillies dans les meilleures conditions. Les conditions d'accueil également, dans quelles conditions ces réfugiés peuvent être pris en charge dans les pays limitrophes, en sachant que le niveau de prise en charge n'est pas le même d'un pays à un autre, l'accès aux soins, on le verra par ailleurs, mais également les modalités, les conditions d'accueil dans les familles, dans les foyers, dans les hôtels ou par les entreprises elles-mêmes. L'accès aux soins, évidemment, c'est un niveau d'information qui a été très important, à savoir quelle est la qualité ou la compétence ou l'accessibilité en termes de soins dont les réfugiés peuvent bénéficier lorsqu'ils arriveront, et en particulier les dispositifs mis en place par les États, les ministères de la Santé, dans les pays d'accueil, vis-à-vis de ces réfugiés, donc en termes de bilan de santé, en termes de vaccination, en termes de prise en charge par des médecins généralistes ou accès à des services dédiés. On a également eu énormément de questions liées aux risques sanitaires, en règle générale, sur à la fois le différentiel entre un état de santé d'une population ukrainienne telle qu'elle est aujourd'hui et le niveau de santé et d'accès aux soins dans les pays dans lesquels ils sont accueillis. Donc ce risque sanitaire, également, essayer de comprendre ces enjeux et la manière dont on peut les aborder, que ce soit la vaccination, la prise en charge des personnes. Les Ukrainiens, en règle générale, je ne veux pas faire de généralité, évidemment, il y a pas mal de personnes avec des pathologies liées à des maladies non transmissibles, donc liées à consommation d'alcool, de tabac, une surcharge, une mauvaise hygiène de vie, liée à des considérations qu'on ne va pas explorer aujourd'hui. Voilà, tout fait en sorte que leurs besoins en termes de soins sont peut-être différents des besoins des populations ou des communautés qui le rejoignent. Donc ça, c'était un point assez important. On a même eu des questions, alors je ne voudrais pas épiloguer, mais sur les risques bactériologiques, nucléaires, en sachant voilà, à quoi se préparer et quels sont les besoins nécessaires dans l'éventualité d'une attaque correspondante. Donc, toutes ces données d'information, également des guides d'évacuation, c'est-à-dire de manière très pratique, très opérationnelle, pouvoir lister des objets, des choses à ne pas oublier lorsqu'on doit être évacué. Tout ceci fait partie de cette information, évidemment. Les capacités d'évacuation médicale, c'est-à-dire dans quelles conditions, qui peut être évacué, comment, par quels moyens, et est-ce toujours possible? Alors, si on passe sur la slide suivante, s'il vous plaît, on va voir que ces informations, donc, on a pu y parvenir en mettant à disposition donc, à la fois un microsite. Pour ceux qui connaissent International SOS, c'est vraiment notre partie, je dirais. Chaque fois qu'une crise ou qu'un événement d'ampleur suffisamment importante nécessite de centraliser l'information, tout ceci est disponible sur un microsite. C'est le cas pour la crise de l'Ukraine, où des informations liées, comme je le disais, aux conditions de franchissement, les mises à jour de la situation, et également des informations et des liens également sur d'autres sources plus officielles, que ce soit au comité aux réfugiés, les ministères de santé, les autorités en charge de l'accueil de ces personnes, tout ceci est regroupé dans un même document. Donc, cette mise à jour est disponible. Évidemment, vous nous connaissez,
développement de webinaires, donc partager l'information sur ce que l'on sait, et mes collègues de la sécurité l'ont fait de manière très large, des webinaires, des podcasts, donc destinés à, je dirais, vous, mais également des personnes en charge de la gestion de ces crises, voire éventuellement mettre à disposition des experts auprès de ces cellules de crise pour comprendre les enjeux et aider à la prise de décision. Donc, d'un point de vue très opérationnel, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Évidemment, c'est une crise sur laquelle on est toujours très impliqué. Des alertes sécurité, donc donner de l'information à disposition des risques managers, des équipes de gestion de crise sur l'évolution de la situation, un peu de prospective quand cela est permis, pour décider et pour aider à prendre les bonnes options quand on les connaît. Évidemment, ce côté évacuation médicale, toujours d'actualité, quand c'est possible, principalement sur un mode terrestre, que ce soit pour des individus, mais que ce soit également pour des collectivités ou des groupes de personnes qui ont nécessité un repli sur les pays d'accueil. Évidemment, l'information, énormément d'informations, que ce soit santé et sécurité, et vous le savez, à travers nos centres d'assistance. Donc, cette mise à disposition de nos ressources pour un soutien très opérationnel, véritablement constitué et constitue toujours, je dirais, la pierre d'angle de notre soutien aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point lié à l'information. Le deuxième point, slide suivante, s'il vous plaît, tourne autour de la mobilité et de l'accueil des réfugiés. Donc on se retrouve dans une situation, et vous vous retrouvez dans une situation où du jour au lendemain, vous avez eu à gérer des employés, des familles, des collaborateurs dont le statut a changé radicalement et qui sont passés en statut de réfugiés, de déplacés, avec toutes les, je dirais, les connotations liées au traumatisme associé à ce statut, le fait que ces personnes sont parties en laissant des proches également, des personnes qui ne pouvaient pas ou qui ne souhaitaient pas se déplacer, et qui ont dû, de manière temporaire, c'est encore le cas aujourd'hui, reprendre un mode de vie le moins dégradé possible dans leur pays d'accueil. Donc, cette notion d'accueil et de mobilité de ces réfugiés est un point très important, à la fois, comme je le disais, la connaissance du profil des personnes accueillies en termes de besoins. On a des femmes enceintes, on a des personnes âgées, on a des personnes avec des pathologies chroniques, des personnes avec des cancers, des enfants qui ne sont pas vaccinés et pour lesquels, en effet, cette prise en charge doit être nécessaire. Donc, de quelle manière peut-elle être organisée? Eh bien, justement, connaître la capacité des pays d'accueil, en sachant que dans certains pays, une consultation par un médecin généraliste est d'emblée prévue systématiquement, dans d'autres, ce n'est pas le cas. L'accès à la couverture également assurantielle de ces groupes de personnes qui arrivent également du jour au lendemain, l'accès aux structures privées, l'accès aux structures publiques, et tout simplement l'accès aux soins, en sachant qu'on est passé du jour au lendemain avec des personnes nécessitant des traitements pour du diabète, tout simplement, ou pour des maladies cardiovasculaires, qui étaient bien au-delà de ce qui était le régime normal dans les pays d'accueil. Donc, cette évaluation des besoins est également très important pour ces pays d'accueil, et je dirais tous les pays d'accueil. Donc, ce n'est pas simplement les pays limitrophes, mais c'est également, vous le savez, ces réfugiés ont été accueillis dans d'autres pays au sein de l'Europe, y compris en France, et connaître dans quelles conditions ces familles peuvent être accueillies en France, sous quelles règles, et quels les bénéfices auxquels elles ont droit en tant que statut de réfugié, d'un point de vue sanitaire, encore une fois, est quelque chose de très important à connaître. Autre aspect lié à la mobilité, évidemment, beaucoup d'organisations se sont retrouvées à devoir compter, identifier où leurs collaborateurs se trouvaient, bien souvent entre leur ville de départ et un pays de destination supposé. Donc, aider à la localisation et surtout à la communication auprès de ces collaborateurs et de ces familles est un sujet d'actualité, évidemment. Alors, vous le savez, on a des technologies qui permettent, des outils digitaux qui permettent non seulement de localiser les personnes, mais également de pouvoir communiquer dans les deux sens. On fonctionnait à plein régime, évidemment, pour que ces équipes de management puissent savoir, au moins, avoir un ordre de grandeur des personnes, où se trouvent-elles, dans quelle partie de l'Ukraine déjà, et puis dans quel pays d'accueil se destinent-elles et où sont-elles accueillies. Donc, cette localisation et ce statut de salarié réfugié a véritablement, je dirais, boosté l'utilisation de ces outils digitaux de localisation, en particulier à des fins de planification et d'anticipation d'accueil de ces collaborateurs qui, bien souvent, n'étaient pas capables de dire exactement où ils allaient et dans quelle structure ils allaient être accueillis. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point je dirais, saillant de cette crise, c'est l'importance de ces outils qui permettent d'avoir
une idée de l'arrivée et du statut de ces collaborateurs. Alors, je vous donne un exemple, on passe peut-être à la diapositive suivante, d'une organisation française avec laquelle on a travaillé, qui souhaitait, au début de cette crise, évacuer ses collaborateurs, et l'équipe, tout simplement, des ressources humaines, a souhaité disposer d'informations les plus pratiques possibles pour déterminer les meilleures options. Alors, quand je dis meilleures options, c'est de savoir dans quel pays je dirais, diriger ses salariés et ses familles pour qu'ils soient le mieux pris en charge dans le respect de ce qui était prévu. Donc voilà, aider à identifier non seulement l'évolution du profil sanitaire de cette population, mais également des standards en matière de santé de ces pays, alors principalement les pays de l'Union européenne, en termes de système de santé, les services de santé spécialisés, les soins spécialisés également, les documents nécessaires pour qu'ils puissent bénéficier de ces soins, et puis voilà, identifier également les structures dans lesquelles ces salariés peuvent être accueillis. On parle d'hôtels, il y a eu des familles d'accueil, il y a eu des centres d'accueil qui ont été établis, évidemment. Voilà, s'assurer que toutes ces conditions sanitaires soient les meilleures pour pouvoir les accepter, et donc de recommander cette organisation en particulier sur le pays le plus adapté pour que ces salariés, ces collaborateurs puissent être hébergés de manière temporaire et puissent bénéficier du meilleur suivi possible. Alors, diapositive suivante, on va passer maintenant au troisième point, sur ce besoin de santé émotionnelle et ses formations. Donc, évidemment, un besoin qu'elle est exprimé par tous, quel que soit le statut de ces personnes, que ce soit les employés, que ce soit les managers, que ce soit les personnes qui sont en Ukraine, que ce soit également les personnes qui ne sont plus en Ukraine, donc avec des besoins véritablement différents. On le voit, des managers se double enjeu, et on l'avait vu pendant la crise de la Covid, à savoir non seulement gérer leur propre résilience en tant que manager, mais également de pouvoir les doter de manière très rapide et certainement très imparfaite des moyens et des capacités à identifier les personnes qui peuvent être les plus à risque pour leur permettre d'être prises en charge par des professionnels. Donc certainement pas se substituer à ces professionnels, et j'imagine que Christian Magui nous en parlera en plus ample détail, mais leur donner quelques exemples ou de moyens de voilà, gérer la situation pour eux-mêmes et gérer la situation pour leurs équipes quand ils y avaient accès. Évidemment, pour les collaborateurs, bien, renforcer leur propre résilience, leur capacité d'affronter cette crise, et sur quels mécanismes d'adaptation peuvent-ils s'appuyer sans faire revivre la situation plus qu'elle n'était déjà traumatique, et également savoir comment rechercher un soutien et où en bénéficier. Donc, on va voir, diapositive suivante, comment les choses se sont manifestées de manière très, très simple. C'est la mise en place de sessions d'information, donc des webinaires, on l'a vu, à destination des employés, à destination des managers également. Également des formations destinées aux personnes qui reçoivent, donc aux équipes d'accueil, qui elles-mêmes avaient à gérer une situation totalement inédite dans les pays limitrophes, à se retrouver, en particulier dans des équipes ressources humaines qui ont joué un rôle critique, à se retrouver en tant que chef d'orchestre d'une nouvelle organisation avec des collaborateurs certes de la même entreprise, mais avec des besoins tout autres, tels qu'on les a exprimés par ailleurs. Donc, ce besoin d'accompagnement de ces équipes d'accueil également a été manifesté, alors qu'il n'était pas, je dirais, immédiatement compris. Donc, ces formations à l'égard des personnes qui accueillent, également des équipes médicales, on a eu ce cas de figure, mais également le soutien émotionnel auprès de ces familles d'accueil, parfois, puisque c'était le cas dans certains pays, où des familles de collaborateurs se sont proposées pour accueillir leurs collègues, je dirais, et leurs familles, et de ce fait, avoir besoin d'un accompagnement pour connaître les bonnes attitudes, les bons gestes, les bonnes pratiques, éviter des situations qui peuvent faire revivre le traumatisme, et ça on le verra par ailleurs avec le Christian Magui, je l'imagine. Donc voilà, je dirais les 3 points, l'information, la gestion de la mobilité, le soutien émotionnel, qui sont véritablement pour nous les 3 éléments nouveaux liés à cette crise,
auxquelles les entreprises sont confrontées, auxquelles vous êtes confrontés en tant que risk manager, les ressources humaines également, les équipes santé et sécurité qui sont très impliquées. En résumé, donc, on le voit, peut-être la question, on aura peut-être ce débat par la suite, Hélène, le véritable émergissement de ce sujet mobilité. On passe des business travelers aux réfugiés, c'est quelque chose qui est totalement différent. Donc, quelles en sont les conséquences en termes d'anticipation, en termes de gestion des risques? Ce soutien manager qui, plus que jamais, encore une fois, né de cette crise Covid, devient une évidence pour les organisations. Comment leur donner les clés pour à pouvoir gérer des crises en tant qu'individus, mais également vis-à-vis de leurs équipes. Et puis, ce besoin d'information extrêmement tactique lié à une crise, certes exceptionnelle, on souhaite qu'elle le reste, mais qui apparaît absolument nécessaire dans ce genre de situation. Donc voilà, on a arrêté là, et puis je pense qu'il y aura certaines questions, je serais ravi de les prendre après la présentation de Christian. Bien, merci beaucoup pour, cette première partie, très éclairante. Oui, je vais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent poser des questions via le menu conversation qui se trouve, en haut de leur barre Teams, qu'ils n'hésitent pas à les poser par écrit et je les relèverai pour, si on a le temps, toutes les reposer en fin de session à nos 2 intervenants. Donc merci à vous pour votre interactivité par, ce menu. Christian, je vous laisse, la parole pour enchaîner et compléter ce que vient de nous dire, Philippe Guibert. Merci Hélène et merci à l'AMRAE de me donner aussi l'occasion de partager en fait notre expérience et puis un peu les enseignements aussi de cette crise, de cette, j'allais dire, énième crise qu'on est amené à accompagner. Ouais, effectivement, on a été fortement mobilisé par la crise ukrainienne, on continue à l'être, notamment pour les entreprises implantées en Ukraine pour aider leurs salariés basés en Ukraine. C'est vrai que depuis le début de la crise, on a dû ouvrir plus de 95, ce qu'on appelle des hotlines, en tout cas des lignes d'écoute psychologiques pour aider les personnes dans ce qu'elles vivent. Et cela s'ajoute, c'est de nouvelles lignes, donc ça s'ajoute aux dispositifs déjà existants d'entreprises qui bénéficient de nos services. Ce qu'on voit, c'est sûr que face à la multitude des crises, alors les attentats 2015, un peu de gilets jaunes, la pandémie, et maintenant la guerre, on milite clairement pour qu'il y ait des dispositifs pérennes en fait, qui soient déjà là et qui ont l'avantage d'être mis en place et d'être débloqués tout de suite. Et il suffit entre guillemets de rappeler leur existence. Et on a aussi vu depuis la crise Covid, en fait, aussi un peu un changement de comportement dans la demande dans la demande sur l'accompagnement, les dispositifs d'assistance aux salariés. On voit que les crises sont de plus en plus globales, elles ont des répercussions à tous les niveaux, elles ont des effets ricochets, et qu'il est de plus en plus, en fait, notamment pour les RH, de plus en plus difficile et entendable de n'avoir qu'un dispositif pour un pays. Et donc, quand on parle de voilà, responsabilité sociale, environnementale, responsabilité employeur, il est important effectivement de pouvoir accompagner globalement les salariés dans ce qu'ils vivent, où qu'ils soient dans le monde. Donc, on a vraiment opéré dans un mode de gestion de crise, dans un mode le plus réactif possible et agile en s'adaptant, en adaptant les moyens opérationnels, la communication, en nous prémunissant nous-mêmes des risques, parce qu'on a tout de suite renforcé un peu les risques de cyber, parce qu'on s'est dit qu'il risque d'y avoir des risques de cyber attaques plus importants du fait de cette guerre. Donc d'abord, pour évidemment apporter le soutien émotionnel pour aider les personnes confrontées à, vous pouvez l'imaginer, une forte anxiété pour eux-mêmes et leur famille, bien évidemment dans leur propre langue. Donc quand on parle de l'Ukraine, on parle de l'ukrainien, mais aussi du russe. Et ça nous a amené à aussi nous adapter parce qu'en fait, il y a des situations qui n'étaient plus acceptables, c'est-à-dire notamment d'être accompagné par des psychologues russes, donc parlant russe, mais basés en Russie. Donc, on a dû recruter nos propres psychologues, en tout cas non russes, pour pouvoir accompagner les Ukrainiens russophones. Clairement, on a vu une augmentation très forte
des appels. Alors bien évidemment sur l'Ukraine, hein, plus de 1000%, donc c'est vertigineux de nombre d'appels en fait qu'on a dû gérer, mais pas uniquement en Ukraine, parce que ça a un effet d'autant plus important que qu'on était sur des pays limitrophes. Donc, dans le cas de la Slovaquie, plus de 300%, plus de 100% en Russie. Et même au niveau global, hein, sur nos 16 plateformes réparties dans le monde, on a noté depuis le début de la crise plus de 26% d'appels. Donc voilà, il y a une vraie, vous pouvez imaginer, situation d'anxiété. Et puis, à côté de ça, on a essayé d'apporter aussi des solutions pratiques, parce qu'effectivement, on avait des gens qui n'allaient pas bien, mais qui étaient dans une situation presque de survie. Donc, à essayer de leur donner de l'information sur comment se loger, comment se déplacer, donc trouver des solutions de locomotion parfois, voire des situations de réfugiés. Et puis, certaines entreprises ont fait appel à nous pour gérer en fait des fonds d'urgence. Donc, parce qu'il y a il y a des fonds qui existaient, un peu style fonds d'urgence, fonds sociaux, pour débloquer en fait rapidement l'argent pour aider le plus rapidement possible les personnes en fait. Donc nous, on analysait les cas et on disait: «OK, vous pouvez y aller». Donc, ça a été aussi dans la réactivité très important pour pouvoir rapidement aider les personnes qui en avaient fortement besoin. Alors, cette crise, elle n'est pas que ukrainienne, elle a des répercussions chez nous en France. Heu et c'est ça qui est aussi important, et elle survient au moment où on sort d'une autre crise qui a duré. On sort la tête un peu, entre guillemets, «un peu la tête de l'eau», et boum, effectivement, cette grosse charge d'anxiété émotionnelle, qui avoir finalement la guerre presque à nos portes, quoi. Et alors je ne peux pas ne pas mentionner en fait des statistiques officielles, hein, je sais pas si de Covid-Prev, hein, donc qui sont tirées de la générées par Santé publique France, donc qui sont disponibles, hein. Et donc les dernières, c'est ce qui s'appelle la dernière vague, c'est la vague donc sur la période du 7 au 14 février. Donc c'est sur l'ensemble de la population française. On ne parle pas de la population salariée, on parle de l'ensemble de la population française. On avait 17% des Français montrent des signes d'un état dépressif. 17%, c'est plus 7 points par rapport à avant la situation avant l'épidémie. 23%, 23% des salariés montrent des signes d'un état anxieux, hein. Donc c'est plus 9 points par rapport à avant l'épidémie. 70% des Français déclarent des problèmes de sommeil. Voilà. Donc là, pareil, plus 21 points par rapport à avant la pandémie. Et 10% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, enfin des 12 derniers mois, ce qui est en fait un doublement en fait de ce genre de situation. Donc c'est vrai que quand on se projette comme allez, responsable RH, HSE, risk manager, il faut penser à ce que ça signifie. Si on prend l'hypothèse que voilà, les salariés sont représentatifs de la population, ce qui n'est pas tout à fait vrai bien sûr, ça veut dire que 1 salarié sur 10 a eu des pensées suicidaires dans les 12 derniers mois, et finalement 1 salarié globalement sur 4 souffre d'un état anxieux. Donc imaginez ce que ça veut dire en termes de sécurité, et bien évidemment de performance. Donc quand on parle de santé mentale en entreprise, et j'entends parfois en disant que c'est un risque émergent, moi je dis non, c'est un risque émergé. Là, il est là, quoi. Il est vraiment là, et c'est vraiment une situation effectivement compliquée. Surtout qu'on a tous en fait des capacités d'adaptation, hein, de faire face, de coping, mais là où c'est compliqué, c'est sur la durée. Et c'est là où j'alerte un petit peu, parce que souvent quand il y a une crise, on nous sollicite beaucoup en disant: «Alors est-ce que ça appelle? Est-ce que» et cetera. Mais un peu moins après. Donc là, par exemple, la crise du Covid est passée, mais c'est pas pour autant que les problèmes sont résolus, et ça va prendre des mois, voire des années, en fait, pour certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui n'avaient jamais consulté et qui ont poussé la porte, enfin, soit nous ont appelés, soit ont poussé la porte d'un médecin ou voire d'un psychiatre. Donc grande vigilance, et en particulier sur des cas particuliers, je vais citer. Donc il y a bien évidemment les salariés qui ont des personnes proches dans les territoires impactés. Donc nous, on a eu énormément d'appels parce que il y a le papa, il y a voilà, il y a
il y a des parents qui sont restés là-bas, des proches. Donc ça, c'est bien évidemment très anxiogène comme vous pouvez l'imaginer. Donc les accompagner au mieux dans ces situations. Et il y a la situation que Philippe a mentionnée, c'est effectivement la notion de trauma. Et c'est extrêmement important parce que ce qu'on vit là, ça peut faire un appel à un phénomène de réveil traumatique pour des personnes qui ont vécu des traumas, alors des guerres, mais pas que, des violences qu'elles ont subies, de multiples types de violences. Et moi, je répète vraiment, c'est important, le trauma, ça se soigne. Bien sûr, il faut une orientation auprès des bons professionnels, des techniques pour soigner le trauma. Mais le problème, c'est que si un trauma n'a pas été soigné, géré, eh ben, il y a peut avoir, quand on le revit, il y a un effet décuplant, c'est un effet quasi exponentiel et c'est tellement douloureux que ça peut amener des personnes à franchir l'irréparable. Et on estime qu'il y a quand même 7 à 10 de la population qui a vécu un trauma d'une manière ou d'une autre. Donc vous pouvez imaginer pour les personnes qui viennent d'Ukraine ce que ça signifie par rapport aux images qu'on a vues. Un autre point de vigilance pour les entreprises, c'est les situations d'incivilité pour des entreprises avec on va dire des enseignes, une entreprise qui sont toujours présentes en Russie. On a pu constater, hein, une multiplication d'incidents, de menaces, hein, voire d'agressions dans certains cas, en tout cas, qu'elles soient verbales, mais vis-à-vis de salariés, qui sont plutôt en présentiel, mais pas que en présentiel. C'est-à-dire aussi à travers les réseaux sociaux, et ça, il faut être très vigilant parce que à travers les réseaux sociaux, ça peut être encore plus violent parce qu'on se lâche encore plus, hein. Et là, du coup, c'est pas, quand on voit une personne, c'est en 24/7 et puis ça peut être des centaines de personnes qui peuvent effectivement vous écrire des choses extrêmement fortes, des menaces et cetera. Et tout ça, c'est sur un fond que nous, on connaît, c'est qu'on a vu, en France, en tout cas, une dégradation, hein, des situations d'incivilité, notamment dans certains secteurs, relations au public et cetera, le secteur financier aussi. Il y a même des entreprises qui ont mis en place des observatoires des incivilités, hein. Donc, on connaît un client qui a plus de 10 de ses salariés ont vécu des situations d'incivilité. Donc, voilà, il y a des obligations de prévention, d'accompagnement des salariés, des techniques pour gérer les incivilités, hein. Notamment, on fait des formations sur ce genre de choses, sur comment à partir de techniques de communication non violente, désamorcer, et cetera, et se protéger aussi. Pour les managers, identifier que quelqu'un a vécu quelque chose de compliqué, donc on a l'obligation de protéger, en fait, ces personnes qui l'ont vécu. Donc effectivement, c'est une autre situation qu'on a identifiée et qu'on accompagne. On ne peut pas parler que des salariés, c'est bien évidemment leur famille, leurs proches, le conjoint et les enfants. Et là aussi, alors je veux parler des enfants parce que, on a fait un webinaire d'ailleurs sur cette thématique-là. C'est comment parler de la guerre aux enfants et comment, un peu dédramatiser, enlever un peu l'anxiété. Parce que, malheureusement, il y a des images à la télé, sur les réseaux sociaux, on entend, et puis même si vous éteignez la télé, vous coupez les réseaux sociaux, les enfants voient que vous êtes inquiet, ce sont des éponges, donc ils vont percevoir l'angoisse. Donc c'est important de savoir leur parler. Il y a voilà, pour effectivement les protéger. Donc vigilance effectivement, hein, quand on parle des salariés, c'est aussi pour leurs proches et je pense notamment aux enfants. Il y a d'autres situations, alors qu'on a vécu, dans le cas de l'Ukraine, mais qu'on a vécu dans d'autres situations qu'on a été amené à gérer. Je pense notamment à la catastrophe de Fukushima, où il y avait des managers qui étaient là-bas, donc souvent expatriés, mais qui ont quitté en fait, qui sont revenus en France. Et il y a ce sentiment du survivor, de culpabilité d'avoir laissé des équipes. Disant, voilà, finalement, moi, je rentre, je me mets à l'écart, je ne suis plus en danger. Donc, il y a aussi à gérer ça, ce qui est pas toujours facile, hein, de se dire, voilà, moi, je laisse tout et finalement, je suis bien. Voilà, donc il y a aussi cette problématique-là à gérer.
Donc du travail pour, je dirais, toutes les personnes qui sont dans la santé-sécurité, hein, au sein des entreprises, le personnel RH, les médecins, et puis je ne peux pas ne pas parler des managers. Parce qu'à nouveau, Philippe en a parlé tout à l'heure, hein, ils sont une fois de plus aux premières lignes et donc il faut les accompagner le mieux possible. Par des formations, sensibilisation, comment repérer des situations à risque, des changements de comportement, hein. Et c'est pas suffisant de noter un changement de comportement, c'est pas toujours facile pour tout le monde d'aborder ce que nous on dit, avoir une bonne conversation, aborder avec quelqu'un, avec un collaborateur, se disant voilà qu'est-ce qui se passe, et cetera, en quoi je peux t'aider, et cetera, et l'amener à être prise en charge. Et donc nous on milite beaucoup sur la sécurité psychologique, créer un cadre de sécurité psychologique. C'est-à-dire, j'aime l'expression anglaise, it's okay not being okay. Voilà, c'est OK de ne pas être OK, et on peut en parler, on doit se sentir à l'aise pour en parler. Je trouve que les anglo-saxons sont meilleurs que nous là, dans ce domaine-là. Ils ont plus d'avance. On a encore du mal. Il y a voilà, il y a toujours un tabou sur ces problématiques de santé mentale, c'est une réalité. Mais ça s'est un peu amélioré parce qu'à cause du Covid, on n'a jamais parlé autant de santé mentale, et notamment au travail. Mais c'est important effectivement de pouvoir en parler. Alors, moi, j'aime bien citer cet exemple d'une entreprise qui, sur le concept anglais là, de The Elephant in the Room, l'éléphant dans la pièce, ils ont carrément fait un énorme éléphant bleu. Ils l'ont mis dans une cour intérieure en fait, de l'entreprise, et c'était marqué santé mentale, on en parle. Voilà. Ça, on ne peut pas être plus lourd, mais voilà, pour dire, voilà, on en parle et c'est OK d'en parler. Et c'est OK d'en parler aussi et nous, on a vu qu'effectivement, des managers, parfois, on a même dans une entreprise un dirigeant qui a dit, écoutez, moi j'ai vécu ça, etc. C'est-à-dire que le fait que même des personnes qui sont considérées souvent, c'est mythique, mais comme invulnérables, reconnaissent et se disent, voilà, je suis passé par des moments difficiles et j'ai fait effectivement, voilà, je me suis fait accompagner, et du coup, ça laisse la possibilité à des personnes de se faire accompagner et qu'on quitte ce comportement voilà, de surhomme ou de surfemme et j'ai jamais de problème, etc. Non, c'est vraiment, on est OK pour reconnaître qu'à un moment donné, ça peut être compliqué, et donc de solliciter un support. Voilà. Et alors, je terminerai juste par quelques recommandations plutôt à l'aspect peut-être organisationnel. Parce que s'il y a un problème, alors on parle d'obligation, on est dans l'obligation de moyens et de résultats en santé au travail. C'est plus tout à fait vrai si on est maintenant dans l'obligation de moyens renforcés, ce qui est un peu mieux. Moi, je dirigeais une entreprise, quand on disait moyens résultats, est-ce que je peux garantir qu'il n'y ait pas de suicide, etc. C'est quand même compliqué. L'obligation de moyens renforcés, c'est je mets en place des choses, je mesure et je mets en place des choses. Et donc, quand il y a un problème, quand il y a la médecine du travail peut débarquer chez vous, la première chose qu'elle ira voir, c'est le document unique. Et le document unique, il doit être mis à jour régulièrement et il doit refléter l'organisation du travail, donc notamment sur les risques psychosociaux. Donc si vous avez un document unique qui a plus de 5 ans, il est peut-être plus à jour. Il est probablement même pas à jour parce que, et là, il y a quelques compagnies d'entreprises françaises se sont fait condamner parce qu'elles, n'ont pas mis à jour leur document unique du fait de la transformation, la grande transformation du travail qu'on a connu, le travail hybride, le télétravail, et cetera. C'est-à-dire qu'il y a un changement notoire dans le travail, dans les conditions de travail. Donc, c'est important de mettre à jour le document unique. Alors, je sais que ça a été très compliqué pour les DRH parce que gérer une crise comme celle-là, ça a été très compliqué. Mais vraiment, c'est important de le faire. Et dernier point, depuis le 1er avril 2022, hein, ce mois, il y a la nouvelle loi santé au travail qui est en place. Donc elle implique aussi alors, un certain nombre de nouvelles obligations, notamment en prévention des RPS, hein. Bon, après on parle plus de QVT, de qualité de vie au travail, on parle de la qualité de vie et conditions de travail. Donc et là, il y a des obligations, alors non, je ne vais pas toutes les lister, hein, mais il y a tout ce qui est justement dans le travail hybride, comment je le gère et comment j'accompagne au mieux les salariés, le droit à la déconnexion, la formation et l'adoption aux nouvelles technologies. Et à partir
on est en France, à partir du 1er octobre prochain, il y aura aussi un passeport prévention. Donc ça veut dire que les entreprises auront l'obligation de créer comme un passeport par salarié. On peut dire, ben voilà, j'ai formé mes managers risques psychosociaux, j'ai formé à l'identification des risques, etc. Ou j'ai prévenu, j'ai formé à comment gérer une incivilité, que sais-je. Donc voilà, à nouveau, bah, j'ai formé. Je ne peux pas garantir qu'il ne va pas se passer quelque chose, mais j'ai mis en place des choses. Voilà. Et puis, bah, on vit une crise, on en a vécu des crises. Et c'est, pour terminer sur une note positive, c'est bah, qu'est-ce qu'on apprend de ces crises-là finalement, et de rester positif, c'est-à-dire qu'on a vécu des crises difficiles. Je pense que celle du Covid notamment, bah, en termes de transformation du monde du travail, c'était juste extraordinaire. Finalement, on l'a traversé, plus ou moins bien, mais on l'a traversé. Qu'est-ce qu'on en a appris? Se dire, bah, déjà, il faut célébrer, on l'a réussi à la surmonter. Qu'est-ce qu'on en a appris et qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait, en termes d'enseignement, pour être encore mieux préparé pour une prochaine crise, parce que malheureusement, il y en aura d'autres forcément. Voilà. Merci beaucoup, merci Christian, pour, cet éclairage aussi. Alors, quand je regarde dans le menu de conversation, je n'ai pas beaucoup de questions. Est-ce le beau temps dehors qui, pousse tout le monde à regarder par la fenêtre en se disant qu'ils vont bientôt partir peut-être aussi en vacances? Donc n'hésitez pas là, si vous avez encore, pour certains auditeurs, des questions à poser, on a encore, quelques minutes. Moi, de mon côté, en fait, j'en avais, en me mettant, pour quelques secondes dans la peau d'un risque manager, d'entreprise et en vous ayant écouté sur, voilà, le futur des scénarios à court, moyen ou long terme, de conflits entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Quels seraient les 2-3 points que vous conseilleriez aux risk managers de vérifier, on va dire, de manière régulière, quelle que soit, la durée du conflit? Alors, je pose la question à Philippe Guidebert, sur sa partie un peu, médicale, globale, entreprise et puis, peut-être Christian, toi, sur la partie relations, management, salarié et ce fameux document unique. Philippe, si vous voulez, La boule de cristal du vendredi soir. voilà. Écoutez, moi, je pense évidemment, personne ne connaît l'évolution ni l'issue. Par contre, il y a fort à parier, et je me réfère à mes chers collègues de la sécurité, que les choses puissent durer. Donc, en ce sens, l'aspect santé est évidemment important, et je vois santé avec cette composante la plus large possible, santé physique et santé mentale évidemment. Donc, c'est essayer de voir comment les dispositifs mis en place puissent s'inscrire dans la durée, tout simplement. C'est-à-dire qu'énormément de choses ont été mises en place, en sachant également que la crise telle qu'elle évolue aujourd'hui fait que certains réfugiés retournent en Ukraine. Donc, on a une situation, je dirais, encore un peu plus complexe qu'elle ne pouvait l'être il y a quelques semaines, où on avait voilà, tout le monde qui était parti. Maintenant, on en a qui sont restés, il y en a qui sont rentrés sur place. Alors, certes, la situation sanitaire tend à s'améliorer, en particulier à Kiev, devant toute la partie de l'Ouest. Les hôpitaux reprennent progressivement un mode de fonctionnement quasi normal d'ailleurs. Mais voilà, le soutien de l'Union européenne et d'autres nations participe en approvisionnement à faire en sorte que les choses retournent à une certaine normalité. Et ce que je veux dire ici, c'est qu'on ne peut pas se contenter des dispositifs qui ont été mis en place aujourd'hui de manière rapide et précieuse et dans l'urgence. Et tant mieux, on peut s'en féliciter, comme le disait Christian. Par contre, il faut s'inscrire dans la durée, de voir en effet comment tenir avec des collaborateurs qui vont peut-être rester pendant de longs mois, peut-être quelques années, dans les pays d'accueil. Et donc, toute la prise en charge au-delà des ressources humaines, sanitaires, émotionnelles, familiales. Christian a mentionné les enfants, évidemment, c'est extrêmement important. Mais également pour ceux qui sont rentrés en Ukraine et qui vont devoir reprendre un mode de vie en tant que citoyens ukrainiens, mais également employés de leur propre entreprise, le plus normal possible. Donc s'inscrire dans la durée, en sachant qu'il sera toujours temps de démanteler cette organisation le cas échéant. Je pense que c'est véritablement la réflexion que l'on doit avoir aujourd'hui, c'est si jamais on devait durer très longtemps, voilà, est-ce que les dispositifs mis en place pour
soutenir, accompagner et équiper, former ces personnes, comme l'a dit Christian, les managers en particulier? Est-ce que ceci peut s'établir dans la durée, rester, devenir pérenne, le temps que la situation s'améliore? Merci. Christian? Complément de ce que vient de dire Philippe, pour moi, il y a 2 temps. Il y a très souvent ce qu'on voit quand il y a une catastrophe, en fait, c'est que, il y a les médias et cetera. On est mobilisés au départ, on est extrêmement mobilisés, et puis, voilà, donc il y a la phase aiguë, et puis et ça continue mais par contre, on est moins mobilisés, voilà. Mmh. Et je pense, et je prends l'exemple du covid, on en a beaucoup parlé, on en parle moins, mais c'est pas pour autant que les gens vont bien. C'est pour ça que j'ai mentionné les statistiques de février, c'est tout récent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est sorti du covid que tout de suite les gens vont bien. Donc c'est là où je me dis, il y a une vigilance, bien évidemment sur les personnes qui viennent s'installer chez nous ou dans d'autres pays. Je sais plus, on parle de millions de personnes en Pologne, par exemple, donc avec toute la notion de gestion du trauma, etc. Donc c'est clair qu'il ne faut pas lever le pied, il faut rester vigilant, et parce que j'allais plus dire, c'est maintenant qu'on va voir les problèmes. Et il y a un autre aspect. On voit là beaucoup d'aides, et cetera, qui arrivent, et c'est très bien. L'aide économique, je mentionne, mais on va voir maintenant l'effet de la crise, parce que ce soit, bien sûr en Ukraine, là, quand on voit la récession qui est annoncée dans ce pays, c'est un pays en guerre, mais je pense que ça va avoir un effet sur d'autres pays aux alentours, bien évidemment en Russie. Donc de continuer à rester vigilant, et puis de continuer effectivement à traquer tout ça, de mesurer et d'avoir des plans d'action, donc d'où l'importance et de pouvoir les justifier, si on parle effectivement de ce fameux document unique. Voilà, donc de continuer à l'alimenter, Alimenter, oui. au fur et à mesure des scénarios rencontrés et des histoires vécues. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie, tous les 2 pour cette intervention. Je Donc remercie aussi à ceux qui se sont connectés, cet après-midi. Ils sont un petit peu moins nombreux que ceux qui s'étaient inscrits au départ, mais je pense que les départs en vacances, ils sont peut-être pour un peu. Et pour ceux qui nous écoutent, donc vous retrouverez, les présentations de ce webinaire et le replay, la semaine prochaine sur le site de l'AMRAE. Comme, d'ailleurs, vous avez déjà accès aux présentations et aux replays des 4 premiers webinaires sur l'Ukraine. Et puis, je vais vous demander de sauvegarder le vendredi 13 mai à partir de 16h30. Et là, nous serons sur un autre sujet. Nous parlerons de l'évolution des cybermenaces et de la notion de la cyberguerre. oh là là. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Christian. C'est toujours, des organisations, très rapides. Je m'excuse pour les petits dysfonctionnements du début. Voilà, il y a encore des choses sous Teams, qui restent, parfois un mystère pour moi. Mais en tout cas, on a encore beaucoup appris, pendant cette heure, de vous 2, et ça sera certainement très, très utile pour nos membres. Je vous souhaite un excellent week-end et de très bonnes vacances pour ceux qui en prennent. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir.